Samedi 7 février 2024, bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le monde en 7. Cette émission sera en grande partie consacrée donc à l'actualité de la semaine, l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces trois pays ont officiellement notifié à la CEDEAO leur intention de se retirer de l'instance sous-régionale. La CEDEAO et l'autre se dit prête à une solution négociée. Pendant ce temps, du côté des populations, un certain nombre semblent exprimer leur joie. Nous évoquerons également du côté du Burkina. Le président Ibrahim Traoré est formel. Aucun Russe n'est présent sur le sol burkinabé pour le combat. Et on parlera en toute dernière partie du Togo où des opposants souhaitent le report des prochaines élections législatives. Deux invités sur le plateau. Pour faire le débat avec moi, Georges Hérault, vice-président du Cercle des leaders émergents. Cela fait un petit moment, Georges Hérault. Bonsoir. Samuel, bonsoir. Pour mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. De santé, surtout de succès, de paix et d'abondance. Je profite pour saluer mon co-débatteur Akleso. Samuel, je voudrais rendre vibrant hommage au chef canton de Pimé, Togbi Apako, qui est un grand artisan de développement, qui nous suit très souvent sur New World, sur tout le monde en 7. Et donc, je voudrais l'encourager vivement que son esprit d'ouverture et quand même son intérêt au développement communautaire soit vivement encouragé. Merci beaucoup. Je pense qu'il est important comme ça que les garants des us et coutumes participent au développement de leur localité et par ricochet du pays. Vous l'avez annoncé, Akleso Essor est le second invité. Il est consultant en communication et coach. Akleso Essor, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à Georges. Bonsoir à tous les téléspectateurs de New World. Quelle que soit leur position, surtout, comme il a dit, malgré le fait que j'ai déjà fait mes voeux, une seconde fois encore, bonne et heureuse année à tous les Togolais. Merci beaucoup. On est toujours en début d'année, il faut le dire. Allez, on passe donc à l'actualité. Dans la foulée du Mali, du Burkina, le Niger a annoncé donc le 30 janvier dernier avoir officiellement notifié à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sa volonté de quitter l'organisation. Les régimes militaires au pouvoir de ces trois pays du Sahel avaient annoncé 2 jours plus tôt leur retrait sans délai de la CEDEAO, un nouvel acte de rupture aux conséquences potentiellement lourdes, surtout sur le plan économique et la stabilité politique de la région. En tout cas, avec le départ annoncé de ces trois pays, c'est une bonne partie de la CEDEAO qui est ainsi amputée. Ces trois pays représentent à eux seuls plus de 65 millions d'habitants, autant de bouches donc dont la CEDEAO se voit ainsi privée. Première réaction à Akleso Essor. Est-ce que vous pensez que c'est une décision sage déjà? Je ne dirais pas que c'est une décision sage, mais je ne dirais pas que c'est une décision folle, mais c'est une décision réfléchie par rapport aux actions des politiques. Quand vous le voyez en raté, ça se présageait, parce que tout ce qui s'est passé de temps en temps, quand il y a une sortie, vous allez voir, ils décident, on sort de ci, on sort, et toutes les alliances, tous les contrats, tous les accords ont été annulés par ces trois pays. Moi, je pense que beaucoup de ces gens qui sont d'accord pour ces sorties pensent que en faisant mal à la CEDEAO, indirectement touche la France, sans oublier que la CEDEAO n'est pas composée que des pays francophones, il y a des pays anglophones dedans. Et moi, je me dis que, comme vous voyez, même sur le plan économique, les vrais partenaires financiers de la France sont l'Afrique du Sud, le Maroc, le Rwanda. Ces pays ont un poumon économique solide et ils sont en affaire avec eux. Même en Chine, vous allez voir que la gastronomie française est appréciée quand les gens vont dans le supermarché, c'est cela. Donc moi, j'aurais préféré que, pour le moment, on voit ce que c'est le moment opportun. Et je trouve, non, c'est là où je peux dire que cette scission peut être qualifiée de non-satisfaction.
parce que ça a des conséquences lourdes d'une manière ou d'une autre, qu'on ne le veuille pas. Il y a une intégration qui s'est faite au sein de la CEDEAO. Ce sont les performances juridiques et économiques de la CEDEAO qui ont fait que, grâce au droit OHADA, le Maroc a demandé à intégrer la CEDEAO, la Mauritanie qui était partie a demandé à revenir aussi au sein de la... Donc, il y a des prouesses qui ont été faites. Mais moi, je me dis que les problèmes, ou ceux qui disent que l'amputement de certains pays de la CEDEAO est une solution, d'abord, ces pays, comme il est dit, sont enclavés, et la plupart de leurs ouvertures au niveau de la mer sont les pays de la CEDEAO qui sont au sud de ces pays. Et en plus de cela, le Mali n'est pas en bon terme avec l'Algérie, ou avec qui elle a quand même une ouverture sur la mer. Doumbouya avec sa Guinée ne sait pas trop ce qui se passe. Donc, moi, je pense que ce n'est pas le lieu de s'isoler pour le moment, parce que quand vous faites ce genre de choses, du moins, il faut demander un référendum pour voir si la population est prête à accepter ça. Mais le fait manu militari, comment d'une tête de cou où on s'en fout de tout, moi ce n'est pas le cas. On n'a qu'à revenir et réfléchir là-dedans pour voir quels sont les... Ce n'est pas seulement les dirigeants qui vont en payer le prix, mais la population. D'accord. Georges Hérault, même question. Vous trouvez que cette décision prise par ces trois États de claquer la porte de la communauté sous-régionale, est-ce qu'elle vous paraît réfléchie? Samuel, je pense que le 30 passé, nous avons assisté tous à cette déclaration, et après nous avons appris aussi la notification de ce retrait des trois pays de l'AES, de la CEDEAO. Je pense que c'est tout sauf étonnant, parce que à un moment donné, il faut le noter, que entre la CEDEAO et les trois États qui forment l'alliance des États du Sahel, ça ne va plus. Il y a beaucoup de discorde et de mésententes, beaucoup de cris de part et d'autre. Et donc la CEDEAO, qui joue le rôle de garant de l'intégration, et qui à un moment donné commence à intervenir dans les conflits régionaux ou bien de la sous-région, et à un moment donné même qui s'intéresse à la démocratie en éditant le protocole additionnel sur la démocratie ETHOU. Vous allez voir d'ailleurs que Samuel, la CEDEAO, c'est pas sa première intervention dans le cas des pays. Il y a le Libéria, il a intervenu dans la guerre civile du Libéria, le Sierra Leone, et tout dernièrement avec Guinée-Bissau, et puis la Gambie avec Yaya Jammeh, qui ne voulait pas laisser Adama Barrow prendre le pouvoir après les élections et tout. Même le Togo en 2005, lorsqu'il y avait le décès du général, et que le président actuel Fagne Sigbe était arrivé au pouvoir, la CEDEAO au Basanjo, je crois, avait donné des ultimatums, et puis il y a beaucoup de choses. En fait, aujourd'hui, il a été question de savoir est-ce que c'est une sortie réfléchie. Oui, je dirais effectivement que les États de l'Alliance ont pris assez de temps pour peser le pour et le contre de leur sortie. Et je ne dirais pas que c'est la goutte qui avait débordé. Et le vase, c'est peut-être ce rendez-vous manqué de la délégation de la CEDEAO qui devait se rendre à Niamey, alors qu'il y a seulement que le ministre des Affaires étrangères togolais qui était au rendez-vous. Il n'y a pas le représentant du Sierra Leone ni du Bénin. Et qui, il faut le rappeler, quand Robert Doucet est sorti de l'entretien, il a dit que une solution avait été trouvée pour la durée de la transition. Et patatras, j'ai envie de dire juste quelques heures, quelques jours après, on annonce que ce pays se retire de la CEDEAO. Qu'est-ce qui se serait passé? Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre dans ces genres de choses. C'est que, c'est une situation qui déjà
rend difficile la vie économique, hein, surtout la vie économique de ces pays-là. Et donc, leur attente était que ces sanctions soient levées pour donner de bouffées d'oxygène à leur pays, afin qu'ils puissent quand même avoir le temps, parce qu'il faut noter que le Niger, les fonctionnaires peinent à trouver quand même la totalité de leur salaire. Donc, il faut faire quoi? Il faut quand même permettre à ce pays-là d'avoir de bouffées d'oxygène pour pouvoir évoluer. Mais la CEDEAO qui n'est pas pressée, parce que pour la CEDEAO, il y a une situation de renversement de la Constitution par les coups d'État. Et selon la CEDEAO, c'est inadmissible. Je ne dirais pas la CEDEAO. En temps normal, nous ne pouvons pas cautionner les coups d'État. Sauf que les coups d'État, il y a les coups d'État constitutionnels et les coups d'État militaires. Donc, à un moment donné, les poutistes pensent que, ou bien les transitions pensent que la CEDEAO est manipulée par une puissance que je ne peux pas se cacher on ne va pas se voiler la face, c'est la France qui est pointée ici. À un moment donné... rapidement, on va tourner à Clé-Soso. Alors, quand on regarde au fond, le constat est fait. Officiellement, ces trois pays ont notifié leur retrait à la CEDEAO. J'ai envie de dire, à qui la faute? Moi, je pense que ce pays ne peut que s'apprendre à eux-mêmes, parce que quand on est dans une intégration régionale, arrêtez, les sanctions là sont prévues dans n'importe. Quand vous allez en Europe, dans l'Union européenne, et à la Hongrie, consort là, quand ils essaient d'être un peu belliqueux sur des choses, on les punit. Il y a des sanctions, même là, j'oublie même la Grèce, l'Italie, quand il y a eu des sanctions de l'Union, même au niveau de l'Espagne, quand il y avait eu le problème avec les Catalans, on a dû vraiment punir l'Espagne. Donc, ça arrive. Mais moi, ce qui m'étonne, je pense que c'est au Togo ici, les gens nous ont dit, malgré les sanctions de la CEDEAO, ces pays ont des économies solides. Donc, ça voudrait dire que ces pays ne doivent même pas avoir de problème. Maintenant, étant dans une intégration, on peut aussi dire que, outre la mauvaise foi des uns et des autres, parce qu'on avait dit, quand le Mali, le Burkina et consorts savent qu'ils ne veulent pas respecter au début, ils ont demandé à la CEDEAO de leur donner le temps pour la tranche, c'est eux-mêmes qui ont demandé. Donc, ils avaient l'idée depuis de quitter. Ce n'est pas, ça ne tombe pas, en fait, parce que tout est préparé. Sauf que la CEDEAO a su raison garder, moi, de mon côté, pour ne pas aller violemment faire des choses. Parce que, quand on avait dit qu'on va attaquer le Niger, tout ce problème qui a tourné, oui, on sera solidaire, et la CEDEAO est venue pour nous dire qu'on ne va pas trouver le problème au sein du réseau. Il y a une citation d'Abraham Lincoln qui a dit que mes chers ennemis mécontents, c'est dans vos mains et non les miens que sur la terrible décision de nous séparer. Ça voudrait dire que ce n'est pas la CEDEAO qui a poussé le Mali ou l'AES à se séparer, mais c'est parce que eux-mêmes, ils se disent qu'ils ont le pouvoir sur le même. Moi, comme je le dis, on ne peut ne pas aller jusque-là, parce que vous pouvez rester dans une intégration. Et là, ça va manquer. Je disais tantôt qu'il y a les banques de la CEDEAO, les banques de la SOR qui sont là-bas. Il y a des autorités maliennes qui sont à la tête des institutions. Donc, ça veut dire que si la CEDEAO retire ces gens de personnes, ceux qui, les hauts fonctionnaires du Mali, qui travaillent au sein de la... Tout ça, c'est de manque à gagner. Idem pour le Burkina Faso et le Niger. Moi, je pense que les déclarations, il y a Ibrahim Traoré qui a fait une déclaration avec Alain Foka, il dit que c'est sans retour. Et moi, je pense aussi que c'est une erreur, parce que dans la diplomatie, ça ne se fait pas comme ça. Et quand la CEDEAO annonce une négociation, ça voudrait dire que, comme je l'énonçais, peut-être qu'on voulait être souple du côté de la finance envers ces pays pour que les choses puissent aller. Mais en aucun cas, ce n'est pas bien que cette position soit faite, parce que les poutistes pensent qu'ils ont la meilleure manière de faire bien la même position. Je vous dis qu'une seule personne ou deux, trois personnes, peu importe leur intelligence, ne peut pas être plus intelligent que 1000 personnes réunies. Pour ne pas dire que le Nigeria est au-delà de 100 quelques millions. 300 millions d'habitants. Ces trois pays réunis n'amputent pas la taille du Nigeria. En même temps, est-ce que vous ne pensez pas que depuis le début de ces crises politiques au Mali, au Burkina et au Niger, que la CEDEAO s'est aussi un peu fourvoyée? Bon, on peut le reprocher, parce que
en fait, la CEDEAO n'a pas été constante et cohérente dans un certain nombre de démarches, et fermant les frontières, coupant l'électricité. Ça a été un peu plus dur. Et c'est dit que les sanctions, quand même, à un moment donné, il faut quand même faire l'état des lieux, faire le bilan de toutes ces sanctions-là pour voir avec le Mali, est-ce que ça a marché? Le Burkina, est-ce que ça a marché? Et actuellement avec le Niger, on a encore l'impression que c'est sur ce plateau que je dis, c'est que la CEDEAO, il va tout droit dans les murs, en n'analysant pas le fait que les sanctions dans le monde, c'est pas seulement au niveau de l'AES, c'est dit qu'aujourd'hui les sanctions contre les pays dans le monde, c'est contre-productif de telle manière que il faut quand même réfléchir à une autre stratégie de coopération et de diplomatie, parce que aujourd'hui, vous voyez avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, avec toutes ces sanctions, il tient pratiquement sur 2 ans. Et donc aujourd'hui, 3 ans. Donc aujourd'hui, il faut même pas qu'on puisse donner un certain nombre de sanctions seulement, parce que ça fait que comment vous l'appelez, la population souffre, mais pas les dirigeants. Parce que ces dirigeants-là, c'est pas grand chose. Peut-être les opérateurs économiques qui agissent sur le PIB, mais réellement, c'est pas eux directement qui souffrent. Donc, la CEDEAO, à un moment donné, a quand même présenté beaucoup de failles par rapport à ces sanctions classiques qu'il a l'habitude d'affliger. Ces sanctions-là avaient eu à faire leur temps, comme pour dans les autres pays, dans les autres cas, mais aujourd'hui, avec l'économie mondiale qui est devenue une économie sur place, comme on le dit, le monde est comme un village planétaire aujourd'hui, les choses sont tellement entremêlées que quand vous donnez des sanctions, vous ne serez pas d'accord sur toutes les chaînes. La CEDEAO, il y a des pays qui ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses. Il y a des pays qui sont favorables à des discussions. Il y a des pays qui sont hermétiquement fermés pour discuter avec ceux qui ont fait les coups d'État. Voyez-vous, c'était très compliqué pour la CEDEAO. Justement, est-ce que la CEDEAO, on le sait avant tout, c'est une organisation d'intégration économique qui s'est muée au fil des années en organisation aussi qui règle les problèmes politiques. Est-ce qu'on peut dire qu'avec la situation de ces 3 pays, la CEDEAO a montré, parce qu'il faut le dire, même avant cela, elle était très critiquée dans ses prises de position politiques. Vous vous rappelez, quand elle intervenait dans les affaires au Togo, les opposants la critiquaient. Dans un certain nombre de pays, c'était pareil. Est-ce qu'on peut dire simplement politiquement, elle a échoué? Est-ce qu'on peut le dire? En réalité, ce n'est pas qu'on peut le dire. La CEDEAO a échoué politiquement parce que ce n'est pas une instance politique, c'était une instance économique. Maintenant, c'est au fil du temps qu'elle s'est arrogé le pouvoir ou le droit d'avoir des embrassements, des bifurcations politiques et consorts, économiques et consorts, politiques et militaires et consorts. Moi, je pense que on aurait dû créer une autre force de la sous-région pour régler les problèmes là, même si on sait qu'avec la Gambie, ça a marché contre Adama Barrow, ou le Mali, le Niger, Burkina, eux-mêmes, ils ont envoyé les militaires aussi, et ça a marché aussi au Togo où on a mis la pression, le président a démissionné, puis Abbas Bonfo est devenu, donc ça marchait. Mais le but des sanctions, c'est réellement de contraindre la personne étant donné que la population souffre et tu dois passer. Mais moi je pense que c'est une raison pour qu'on puisse ne pas copier les mêmes erreurs prochainement. Vous voyez, chez les Européens, les instances économiques sont différentes des instances politiques et consorts. C'est-à-dire qu'on ne les mélange pas. Donc, chez nous, on a voulu donner plusieurs branches à la CEDEAO. C'est quel problème. Et en plus de cela, n'oublions pas que la plupart des chefs d'État qui sont dans la CEDEAO sont dans des groupements, je ne sais pas, noirs et consorts là. Donc, ils ne sentent pas le sentiment, la douleur de la population.
fait que les décisions qu'ils prennent dans le temps énervent les gens. Parce qu'on dit qu'au Togo, on a enfermé les opposants, mais la CEDEAO vient, on vous donne, mais aussi dans le droit communautaire, la CEDEAO n'a pas pouvoir d'utiliser la force contre un État en réalité. Donc c'est dire cela que la CEDEAO a totalement échoué, mais moi j'aurais préféré que la CEDEAO reste économique et régler les problèmes économiques et qu'on ait plusieurs instants pour faire cela. Sinon, malgré le fait qu'elle s'est arrogé le manteau de politique et de militaire, elle a essayé de donner quelques résultats, mais ce n'est pas sur le plan qu'on l'entendait. Et en même temps, la question de l'ingérence aussi, il faut le dire, parce que c'est l'un des reproches qu'on fait à la CEDEAO d'être un peu sous ingérence de puissance, la France notamment, parce que des fois, dans certaines sanctions, Macron annonce et puis ça suit les jours qui suivent. Arrêtez, vous voyez, on est dans un village planétaire où les décisions sont presque identiques dans toutes les instances internationales. Au point où Macron sait déjà ce que nos chefs d'État vont faire. Par exemple, ce qui s'est passé et au niveau des Occidentaux, des gens doivent laisser à dire que c'est eux qui pilotent tout. Si on reproche à la fin d'intervenir, ça veut dire que les Occidentaux aussi, ils ont quelqu'un qui manipule. Vous savez que le débat se pose même au niveau de l'Europe pour sortir de l'hégémonie des États-Unis, de l'influence américaine. Tous les pays veulent être libres. Monsieur Samuel, les Occidentaux, on le sait, ils ont presque tous nos présidents africains, ils le mettent à l'écoute. C'est quand on a annoncé que l'Amérique le mettent à l'écoute qu'ils vous donnent. Sinon, ils suivent tous nos présidents. Ce qu'ils nous font, c'est juste qu'on leur fait et ils ne veulent pas. C'est ça, sinon moi je pense qu'ils font la même chose. Maintenant, au même moment, on ne peut pas me dire que le Nigeria, qui a ce poids économique, peut être facilement manipulé par la France, qui n'est pas son ancien colon. C'est ça, on mélange beaucoup de choses. Le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Le Nigeria est un pays du poids, pour ne pas dire le plus riche pays de la CEDEAO en réalité. Sinon, c'est le projet de la Côte d'Ivoire dernièrement. Le Niger était un poumon économique de la CEDEAO. Donc, moi, je vois très mal que Emmanuel Macron puisse se lever et donner. Non, c'est pas comme ça marche. Mais s'il y a des intérêts communs, parce que, comme on le dit, vous allez voir aujourd'hui le président sud-africain, il porte plainte contre l'Israël, patati patata, que ce n'est pas bien ce qui leur est arrivé, et patati patata. Mais au même moment, l'Afrique du Sud a clamé fort qu'elle soutient la Russie, quand la Russie s'attaque à l'Ukraine. Le territoire ukrainien, on peut facilement le conquérir, mais le territoire de on ne peut pas. Donc ça veut dire qu'il y a deux poids deux mesures dans tout ce que les gens font. Ce n'est pas la population qui intéresse les gens, mais leur intérêt. Sinon, moi je dirais que l'opinion, comment on appelle, l'opinion internationale, ce n'est pas que la France a un rôle majeur à jouer, mais c'est un noyau de personnes qui sont dans différentes sectes et consoles, y compris nos chefs, qui décident comment assujettir tout le monde. Ce n'est pas arrêter, eux-mêmes ils sont à la tête et ils s'assujettent tout le monde. Et ils ne peuvent pas appliquer leurs idées macabres sur la population. Il y a aussi une autre accusation que ces États ont portée contre la CEDEAO, c'est le manque de solidarité, surtout dans la lutte contre le terrorisme. On n'a pas véritablement vu cette communauté se bouger. Oui, effectivement, mais la question qu'on doit se poser, est-ce que la CEDEAO a les moyens de le faire? Elle a quand même les moyens pour menacer d'intervention militaire. Dire qu'il y a pas un moyen qu'on peut déployer pour menacer. Les menaces, ce n'est que des communiqués. Vous savez que Ouattara a même annoncé que la force est déjà prête, pour être déployée. Où sont ces forces-là? Oui, mais il avait annoncé, donc ça veut dire quand même qu'on est capable de mobiliser. Il y a une force en entente quand même. Il y a une grande fossé entre l'annonce et l'exécution. Ça veut dire que dans la CEDEAO, quand un État a des problèmes, les autres ne peuvent pas lui venir en aide. En fait, on n'a pas ces moyens. On n'a pas encore les forces. On a finalement les moyens de quoi? On n'a pas encore les forces. Oui, non, il faut. C'est peut-être lamentable, mais il faut le dire. C'est la réalité. Samuel, toi et moi, on vit dans la CEDEAO. Tu connais les forces de la CEDEAO quelque part? Non, il n'y en a pas. Et donc, nous luttons effectivement le Togo, au nord du Togo, on nous attaque par le nord et on n'a pas à quand même à se pitoyer ou bien à s'apitoyer sur un certain nombre de choses parce qu'on sait que la CEDEAO n'en a pas. C'est lorsqu'il y a un problème que la CEDEAO se lève, il dit nous allons mobiliser. Ça veut dire qu'en aucun moment il n'y a pas cette force-là. Vous voyez, il y a la force onusienne qui vient sous forme de mission des Nations Unies. En aucun moment on a parlé de la mission de la CEDEAO quelque part pour les maintiens d'ordre ou bien de paix quelque part. Donc c'est tout à fait
je pense que c'est tout à fait réel, ou bien c'est-à-dire du concret quand je dis que ils n'ont pas les moyens, elle n'a pas les moyens. Aujourd'hui, la CEDEAO, on peut faire l'état des lieux, mais ce que je dis et ce que je voudrais aussi souligner pour ne pas quand même donner l'impression que je suis en train de cautionner les coups d'État, parce que sur ce plateau, je l'ai dit mille et mille fois. En fait, ce qui dérange certains nombres de personnes aussi, c'était que les gens que nous appelons démocratiquement élus, entre guillemets, si c'était en ce temps-là où les gens disent que la CEDEAO a fait ceci, pour certaines personnes aussi, ça allait plus compréhensible. Mais si l'arme qu'on vous a acheté, vous le brandissez, vous le mettez sur le cou de quelqu'un pour dire lève-toi, on va s'asseoir, et vous devenez la transition parce que vous avez l'arme aussi. Parce que c'est ce qu'il faut noter, c'est le piège même. Peut-être on va en arriver là-bas, c'est le piège. C'est-à-dire que le fait de museler un certain nombre de personnes pour dire vous ne parlez pas, c'est nous aujourd'hui. Ça ne, c'est pas ça la solution. En même temps ici aussi finalement, parce que quand vous le dites, ça me rappelle ici finalement cette annonce de retrait de la part des militaires, c'est pour dire on veut plus que vous vous mêliez de comment nous gérons la transition. C'est là où se situe, c'est-à-dire que je ne sais pas, un peu de couac, parce que vous pouvez imaginer, est-ce que cette décision, c'est pas dire que nous voulons plus la pression de la CEDEAO sur nous pour dire organiser des élections. Bon, comme ça, on peut avoir la latitude de faire notre transition, régner comme on veut et puis ce qu'on veut faire de nos nations. C'est là où va se situer aussi les pièges. Parce que si ce que nous disons, que la CEDEAO présente des fébrilités, la CEDEAO a mal fait dans un certain nombre de choses, mais si derrière ça, c'est pour pouvoir régner avec... Parce que dans ces pays, on a annoncé que les calendriers qui ont été définis de commun accord avec les émissaires de la CEDEAO ne peuvent plus être tenus. Oui. Alors que, vous voyez, c'est ça que j'appelle piège. Parce que ce qu'on présente aujourd'hui comme des avantages, il y a aussi des avantages dans la CEDEAO. Justement, permettez-moi d'annoncer du côté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO s'est dit prête à une solution négociée. Elle s'est déclarée, donc c'était le dimanche dernier dans un communiqué, prête à trouver une solution négociée après l'annonce donc du retrait de ces trois pays. Ce sont trois membres importants de notre organisation de la communauté qui reste engagée à trouver une solution négociée à l'impasse politique créée par l'annonce de leur retrait dimanche. Donc la CEDEAO dit attendre encore. À l'époque, c'était la notification formelle qui est justement arrivée. Quand la CEDEAO se dit prête à une solution négociée, ça veut dire qu'elle sent le danger venir. Oui, elle a senti le danger, mais c'est que je pense qu'il y a une contradiction à ce que la CEDEAO a dit et sur la confirmation d'Ibrahim Traoré. Il dit qu'il y a histoire de retour. Mais la diplomatie demande à ce qu'il y a ces gens de négociation, parce que je pense qu'on peut, Georges a voulu le dire, on peut tout reprocher à la CEDEAO, mais la CEDEAO a fait des prouesses. Maintenant, c'est au nom des populations que la CEDEAO parle de cette négociation, solution négociée, parce que on sait que ces pays sahéliens n'ont pas le poumon solide, économie solide, comme les gens le prétendent. Maintenant, s'ils sont esselés ou ils n'ont pas, le Maroc a demandé à faire partie de la CEDEAO. Il m'a dit que la CEDEAO a des contrats avec le Maroc, que le Maroc durcit le temps, l'Algérie durcit le temps, la Mauritanie, tout ça ne peut pas s'en sortir. Et en plus, ces pays ont des liens étroits avec les pays de la côte, le Togo et Consola. Je pense même qu'il serait un peu suicidaire de penser que ces pays peuvent vivre en autarcie. Mais le Togo étant la CEDEAO, imagine que la même loi de la CEDEAO s'applique pour que les affaires de douane togolais et consorts soient coupées avec ces gens.
peu importe, à moins que le Togo aussi sort de la CEDEAO, je pense que ça va suffire ces pays encore. Donc, la CEDEAO n'a autre choix que... Oui, mais en même temps, on dit ça, il y a un aspect qu'on oublie. Vous savez que, vous l'avez rappelé tantôt, la plupart des pays de la CEDEAO sont des pays côtiers, et on dit que les pays de l'Interland dépendent de ces pays, mais en même temps, nos ports, c'est grâce à ces pays aussi qu'on arrive à tourner nos ports. Et donc, ça ne fait pas non plus les affaires de la CEDEAO. Non, justement, c'est que là où ça appelle le Togo, il y a quelque chose, les gens ne savent pas, Georges peut le confirmer. Comme nous avons le port à nos profondes, même le Bénin et le Nigeria et Kosovo viennent chez nous pour les activités. Donc, il y a des activités qu'on peut venir faire au Togo. Tant que ces pays de l'Interland. Non, ce que je suis en train de dire. Les exportations vers le Mali, vers le Burkina Faso, vers le Niger. Vous voyez que, entre-temps, le Bénin a même cherché à adoucir sa position avec le Niger. Oui, et arrêtez, comme je le dis, Georges a annoncé qu'il y a des conséquences dans toutes les situations. Vous savez que l'importation de ces pays ou l'exportation de ces pays empêche aussi les hommes d'affaires du Togo de bien faire leur affaire. Et imagine, prenons le bétail. C'est parce que nos pays sont inondés par le bétail venant du Burkina qu'on soit là que ceux qui le font chez nous ne s'en sortent pas. Les tomates de Burkina qu'on consomme. Si, et je ne le dis pas, si on voit un manque, il suffit qu'on galvanise la production du Togo et qu'on soit, on peut quand même. Mais c'est pour dire que le Togo va perdre, mais ces pays perdront plus que le Togo ne perd si ces accords venaient à se compliquer. Maintenant, ce que moi je pense dans tout ce qui se dit, on n'a pas besoin de dire que la CEDEAO n'est pas solidaire avec les autres. Je l'ai déjà dit, en réalité, on n'a pas mal de l'argent. On prête toujours. C'est-à-dire que même l'initiative d'Accra, là, on a dû demander l'Union européenne, la Banque mondiale, les nations, pour apporter cette... Donc on n'a pas... On fait les politiques et c'est le dos qui finit. Même malgré les 3 millions, les 3 milliards de budget de Burkina, la plupart de ces billets viennent de l'extérieur. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas arrêté de l'argent. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, mais les pays africains n'ont pas de l'argent. Vous allez voir un petit pays comme le Qatar a son budget 100 fois supérieur à mais on se demande, le Niger c'est un pétrole. Ce pays, mais c'est uniquement le pétrole c'est plus mais qu'est-ce qu'il y a chez nous? On ne sait pas. Donc c'est pour dire que l'argent n'est pas là. C'est le problème. Maintenant, nos milliardaires, les puissants économiques comme Dangote et consorts là, préfèrent même investir ailleurs qu'investir sur le continent. Vous allez voir, alors que dans ces pays asiatiques ou ces pays occidentaux, les puissants économiquement réinvestissent dans leur pays et créent même des multinationales qui avancent ces pays. Mais vous allez voir, à part la cimenterie Dangote consomme là, moi j'ai même appris que, je pense à l'année passée où je suis passé, Dangote aurait voulu payer même Arsenal que de prendre un club de Nigeria et le propulser. Donc, vous voyez qu'on n'a pas ce patriotisme à nous, même si on crie sur le plateau et panafricain, on n'a pas ça. Donc, on peut pas voler. Alors, Georges, quand la CEDEAO se dit prête à une solution négociée, parce que dans le communiqué, il a été clairement dit que ces 3 États sont des membres importants de l'organisation, ça veut dire que elle a senti le danger venir? Bon, pas tellement, selon moi. En fait, on ne peut pas accepter aujourd'hui que le Niger, le Burkina et puis le Mali quittent la CEDEAO. C'est pas, en fait, pour la sous-région, c'est pas de bon signe. Et puis, il faut pas, c'est pour l'histoire aussi. Hein, la CEDEAO ne peut pas accepter que ces 3 pays-là puissent partir comme ça, parce que, comme Akleso l'a dit, quand on parle de la CEDEAO, la puissance, c'est plus le Nigeria. Quand on parle de l'UEMOA, la puissance, c'est la Côte d'Ivoire avec plus de 40% du PIB et l'autre 60% du PIB du Nigeria au niveau de la CEDEAO. Donc, vous voyez, on ne peut pas aujourd'hui accepter à aller seul. La solitude ne nous permet pas de gagner. Et vous voyez, c'est les Blancs, les Occidentaux. Mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, c'est bien, mais ce sont les Occidentaux qui nous ont amené les frontières. Mais aujourd'hui, chez eux, il n'y a plus à faire de frontières. Et nous gardons nos frontières et nous sommes vraiment tellement très rigides sur les frontières. Même bien avant... Essayez d'aller au Ghana, vous allez voir. Non, là-bas, c'est pas possible. Vous sortez à Semeboda pour aller au Nigeria, vous allez voir police, immigration, police, officer, il va vous déranger, il va vous emmerder, tout ça là. C'est parce que on n'a pas encore franchi les étapes de l'intégration que nous prenons tous au niveau de la CEDEAO. Donc, dire que vu le danger venu, oui, aujourd'hui, le président de la transition burkinabé l'a dit, c'est pas
avec gaieté de cœur que nous sommes sortis de la CEDEAO. Ça veut dire qu'en réalité, à leur niveau aussi, c'est pas une décision facile qu'ils ont prise comme ça. Ils ont mûri moult réflexions et tout pour dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Oui, c'est là où ils en viennent en conclusion que il faut être seul que mal accompagné. Mais qu'est-ce que je voudrais dire? En fait, en Afrique, on se détourne de l'objectif. En fait, aujourd'hui, qu'on le dise aujourd'hui, il faudrait que nous, Africains, voyez-vous, cette décision va affaiblir encore la sous-région. Et ça profite à d'autres régions. Hein. Oui. Ça profite à d'autres régions. Aujourd'hui, Samuel, je vais ouvrir les guillemets pour te dire que avec les attaques yéménites au niveau de la mer Rouge, les Européens et les Américains ont besoin des produits manufacturés. Et ces produits-là viennent d'habitude de l'Asie de l'Est, la Chine. Et les navires qui quittent la Chine jusqu'à l'Europe du Nord et l'Amérique du Sud font des grands trajets. Imaginez que l'Europe et les États-Unis trouvent solution en Afrique. En ce qui concerne les biens manufacturés, ils n'iront pas loin chercher. Mais nous, l'Afrique, en ce moment-là, c'est la division. En ce moment, c'est le terrorisme. En ce moment, c'est la faim. En ce moment, les conditions ne sont pas réunies pour que nous produisions. Je vous avais dit sur ce plateau-là, les micros que nous avons ici coûtent cher, c'est parce que nous ne produisons pas. Et quand les bateaux quittent la Chine pour venir au Togo, pour mettre les bagages ici, si ça parcourt 100 km de la Chine jusqu'ici, et que un navire transporte 3000 tonnes, le fret coûte double fois que les mêmes distances, les mêmes quantités, les mêmes tonnages pour aller en Europe. Parce que le navire sait qu'au retour, il trouvera encore d'autres marchandises pour transporter. Nous, chez nous, il n'y a pas ça. Donc, ce qui fait que, en fait, nous manquons toujours les rendez-vous. C'est bien tout ça là que nous ne voulons pas que la puissance ou bien une autre personne nous assujettit, l'esclavage et tout ça, c'est normal. Mais je pense que on a pris tout notre temps depuis l'indépendance jusqu'à présent à faire la guerre entre nous d'abord et à s'intéresser que des choses qui ne nous avancent pas. D'accord. Alors, est-ce qu'il est possible, parce qu'officiellement la décision a été déjà notifiée, et si la décision est notifiée, c'est qu'il faut 1 an pour qu'elle qu'elle entre effectivement en vigueur, mais pendant cette période d'1 an, les États doivent, souscrire à leurs différentes obligations. Mais est-ce qu'il est possible que d'ici là, une solution soit trouvée? Bien que Ibrahim Traoré dise que si une solution à trouver, ça montrerait que Ibrahim Traoré est quelqu'un qui n'a pas de parole. Donc eux aussi, pour montrer leur fierté, il est obligé de mettre le parole parce qu'il a trop vite parlé. Ça on ne le dit pas souvent. Il a trop vite parlé. Et je ne sais pas si Alain Foucault l'a piégé ou comment. Cette déclaration ne va jamais sortir. Parce que ça dit qu'il y a un point de non-retour. Or, en matière de diplomatie, on peut toujours négocier au dernier moment. Étant donné que tout ce que tu dois faire, ça négocier, ça doit profiter au pays. Et en plus de cela, ce n'est pas des référendums qui ont été faits dans ces pays pour des essais. Ce sont des gens, les militaires ou bien les chefs qui ont décidé, et ça ne peut pas. Nous sommes en train de là déjà évoqué. Imaginons que ces gens-là doivent faire 20 ans, 25 ans au pouvoir. C'est-à-dire que que va devenir ces pays? C'est ça le problème. Donc, moi je pense que il faudrait que on réfléchisse mieux. Moi je me dis que à moins qu'on ait une tierce personne qui intervienne, l'Afrique est divisée et ça profite à tout le monde. Sinon, moi je pense qu'on doit renégocier ce genre de choses pour voir, voilà. Et même pour dire que, nous seuls, on crée des problèmes, on est divisés. Alors que, c'est que même l'escamotage de la CEDEAO profite même aux Blancs. Les gens ne savent pas. C'est que la CEDEAO est arrivée à un moment où, au moins économiquement, ils arrivent à titiller les autres insistances. Mais là, quand la CEDEAO n'existe plus, là, c'est là où les choses. Quand on dit qu'il y a des documents les contrats, c'est parce qu'il y a la sous-région, qu'on a eu 16 ans d'information, savoir qu'il y a tant. Mais quand il n'y a pas la CEDEAO, c'est qu'il sera divisé pour un Malien seul d'aller dire qu'il fait des recherches en France. Parce que rien n'oblige la France de la CEDEAO, alors qu'au nom de la CEDEAO, soit ils refusent qu'on vienne chez eux, et nous aussi on refuse qu'ils viennent pas chez eux. Donc, il y a cet accord d'échange d'informations que la CEDEAO leur permettait d'avoir, mais quand ils ne peuvent pas. Et ce n'est pas bien. C'est que les gens comprennent. C'est vrai, le Japon a été bombardé, et pas de bombes. Mais le Japon ne crie pas. Ils sont même en coopération étroite. Il y a
il y a 100 ou 200 navires, comment on les appelle, marins japonais qu'on recrute chaque année aux États-Unis. Et il y a des coopérations, l'État soutient, il y a tout, idem pour les autres pays. La France et l'Allemagne étaient des ennemis. Aujourd'hui, ces pays, on doit savoir que ce n'est pas la Chine même a été 3 fois colonisée. Mais la Chine a été colonisée par la Russie, le Japon et les Anglais. Mais la Chine a décidé d'avoir ces gens comme partenaires. Donc, il n'y a que nous qui nous plaignons chaque fois. Ce n'est pas comme ça. Il faudrait que, je l'avais dit, notre marché, les gens viennent puiser et partir. On ne sait pas où vont les diamants africains qu'on ne fait en Afrique, ne nous a jamais dit qu'il a fait. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse autrement. En tout cas, Ibrahim Traoré, avec ses frères et ses amis, se ravise un peu. Pour que l'année prochaine, on puisse revoir. On peut rentrer peut-être, mais il faut que je peux me permettre pour dire que ce n'est pas parce que aujourd'hui ou bien après que les gens reviennent sur leur décision, on va dire que Ibrahim Traoré ne tient pas à sa parole. Non. Aujourd'hui, il y a une déclaration basant sur un certain nombre de choses, de paramètres. Si la situation venait à changer et que on trouve que on peut revenir, je ne pense pas qu'on va dire parce que il faut pas qu'on mette les gens. Il a dit que c'est un point de non-retour. Il ne devrait même pas dire ça. Peut-être que si en interne il y a des réformes dans la CEDEAO qui satisfont tout le monde. Nous reviendrons s'il y a des conditions sur la table. Il a dit ça compte tenu d'un certain nombre de paramètres dont ils ont étudié à leur sein. Oui, justement ce que je dis, on est en diplomatie. Oui, la diplomatie même. Il aurait aimé un langage un peu plus châtié. Oui, je sais, mais il faut ne pas être catégorique. Il faut comprendre. Il faut comprendre ce capitaine, ces généraux et puis qui sont au pouvoir. Ils ont aussi leur manière de parler. Ils n'ont pas leur langage la diplomatie dans le langage. Moi, ce qui m'intrigue, je l'ai dit. Et puis il faut aussi noter quelque chose. Je ne sais pas si on va arriver là-bas. C'est peut-être au niveau du Burkina où il faut vraiment que les gens puissent permettre la liberté d'expression et tout. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Nous reprochons à la CEDEAO tel, mais ne le faisons pas sur notre propre population. D'accord. Monsieur, pendant que ces pays ont annoncé donc le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plusieurs centaines de personnes ont manifesté, c'était jeudi dernier à Bamako et dans d'autres capitales, pour soutenir la décision des militaires donc au pouvoir de quitter donc l'instance sous-régionale. Des rassemblements ont été rapportés dans d'autres localités, comme je le disais, au Burkina Faso, notamment à Kaï, à Sikasso, à l'initiative des autorités et d'organisations de soutien aux militaires au pouvoir. Est-ce que aujourd'hui, si on se permet un sondage au sein même de l'espace communautaire auprès des populations par rapport à leurs sentiments vis-à-vis de cette CEDEAO, vous plancherez sur quel côté? Est-ce que les populations ne sont pas pour le retrait? Oui, Georges l'a évoqué. Au Burkina, tu ne peux même pas t'exprimer là-dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas, au risque d'aller à prison, tu ne peux pas t'exprimer là-dessus. Et nous connaissons déjà ça. Vous pensez que Ibrahim Traoré instaure la dictature? Non, il n'y a pas de liberté d'expression. Tu ne peux pas contredire le pouvoir en place au Burkina. On a vu, on a enfermé déjà les gens. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais moi, je pense qu'on a déjà connu ça, cette opération de communication où on donne de l'argent à quelques personnes qui viennent mourir. Les 3 pays, vous venez de dire, ça fait 65 millions de personnes. Du moins, on aurait dû entendre qu'il y a 30 millions de personnes dans les rues de ces 3 pays pour dire que les gens consomment. Mais si on me dit qu'on n'a même pas évoqué Bobo Dioulasso, Ouaga ou comment on appelle Niamey et Bamako, mais on parle des villes qui n'ont pas aussi des renoms que les capitales. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Donc, les gens ne peuvent pas parler de peur d'aller en prison parce que tout le monde sait ce que ça va peser. D'une manière ou d'une autre, on le sait, ça va peser sur la population. Et la population ne peut que se plaindre. Vous voyez, les Blancs ont cette manie de laisser la population s'exprimer leur désarroi pour que ça change les choses. Mais nous, on ne veut pas. Vous voyez, même si vous allez dans l'histoire, même l'abolition de l'esclavage, le Blanc a dû lutter contre le Blanc, pour la liberté des Noirs. Mais vous voyez, c'est que nous, on pense que quand on dit que ça doit être comme ça, ce n'est pas de la solidarité même, je ne sais pas si c'est là il faut l'appeler, mais c'est suicidaire. Il faut que la contraction vienne. D'abord, le progrès est défini comme l'harmonie du contraire. Donc, il faudra que les gens disent ce qui ne va pas. Comme ça, tu améliores. Mais
il ne veut pas. Il ne veut pas. Surtout le Burkina, Mali un peu souple, où on laisse les gens manifester et dire ce qu'ils ne veulent pas. Mais le Burkina, on dirait même que c'est le pivot même de la nouvelle révolution de mentalité. Et ils ne veulent pas. Donc moi je pense que il sera très difficile qu'on trouve des populations à cœur de gaieté venir dire qu'on vous soutient. Sinon, on sait très bien que quand on a renversé Kabouré, les gens ont manifesté leur joie. Quand on a renversé encore Damiba, donc ils sont sur quelqu'un, on ne sait pas. Donc c'est pour dire que c'est juste une opération de communication. Sinon, tout le monde sait que ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez que ces populations ont été manipulées pour manifester? Bon, je ne dirais pas. Forcément, il doit y avoir des gens qui sont contents. Mais en fait, aujourd'hui, personne ne pourra dire avec exactitude, que ce soit des camps des détracteurs, que des camps de ceux qui approuvent, que cette décision est une mauvaise décision ou bien c'est une bonne décision. L'avenir nous dira vraiment celui qui a raison. Mais qu'on le veuille ou pas, il faut savoir qu'à un moment donné, avec l'histoire de la CEDEAO, des dirigeants, la population est un peu fatiguée, déçue de tout ce qui vient de la CEDEAO. Non pas seulement dans ces pays-là, que ce soit au Togo, quand vous interrogez les Togolais sur la CEDEAO, bon, c'est un peu du désarroi. Au Ghana, un peu partout, même chez Alassane Ouattara et que chez Tinibou. La CEDEAO, les gens n'ont plus... Ouais. Comment on est-elle arrivé là? Bon, en fait, c'est peut-être que le fait qu'ils voulaient muter de la CEDEAO des dirigeants au CEDEAO des peuples, ils n'ont pas arrivé. Et ce qui a encore déçu les gens, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Parce que quand vous, c'est ce qu'on dit, avec le passeport CEDEAO, on a mis ECOWAS sur ça, mais vous circulez, mais des fois, je vous dis que vous risquez de cacher votre passeport en arrivant à Semeboda. Parce que c'est pas caché, celui qui n'a pas de pièces dépense moins que celui qui a ses papiers. C'est des choses sur lesquelles il faut même pas. Surtout que quand vous n'avez pas frontière directe avec le pays, vous allez à Malanville, Togolais, vous voulez rentrer au Niger, vous allez voir ce que au niveau des frontières nigériennes, on va vous faire. C'est pareil, je ne sais pas comment le dire. Mais tout ce qu'on peut dire dans ce genre de choses, c'est qu'à un moment donné, les dirigeants se sont formés un club. Et ce club ils n'ont pas eu l'intérêt de voir réellement quels sont au niveau des peuples les vrais besoins. Oui, les vrais besoins et les vraies priorités, les priorités même des populations pour pouvoir phagocyter la CEDEAO en devenant la CEDEAO des peuples. Ouais. Donc ce qui fait que les dirigeants sont très éloignés des réalités du peuple. Permettez donc qu'on marque la première pause. Le temps pour nous de suivre le journal pour une dizaine de minutes et on revient pour la suite.